Bonjour, bonjour ou bonsoir, selon l'heure qu'il est chez vous. Thomas, bien rentré du Grand Prix de Thaïlande et déjà de retour. Ah bah oui, écoute, on est rentré à un vol d'intervalle, toi et moi. Moi, juste après toi, mais ouais, 12h30 de vol, on est rentré hier soir, donc Ouais. voilà, fatigué un peu. Ouais, mais voilà, on avait décidé de faire ces petites questions-réponses. On avait laissé deux, trois messages par-ci, par-là. On a reçu pas mal de. Alors, déjà, merci, Prap, comme on dit en Thaïlande, pour tous les messages, etc., qui sont arrivés ce week-end et hier. Et puis voilà, on va continuer avec donc ces questions qu'on a reçues. On les a sélectionnées, on les a un petit peu mis au fil de cette vidéo. Donc, on va vous répondre. Thomas, j'espère que tu as bien révisé. Voici donc la première question qui a été posée par Jean. Jean qui nous demande si les équipes elles ont accès en direct aux données pneumatiques des pilotes. Alors sa question, c'est parce qu'en fait, il a vu que le team Ducati avait été surpris de voir Marc Marquez laisser passer Alex. Et voilà. D'ailleurs, on a tous pensé dans la salle de presse qu'il y avait un problème technique. Hein. Il ne faut pas se le cacher. On a pensé que c'était fini pour Marc. Donc on rappelle Marc Marquez, lui sur son tableau de bord, il voit le nombre de tours où il est dans la bonne fenêtre de la zone de pression des pneus. Et il a le décompte. Hein. Et donc, quand il s'est rendu compte que ça n'allait pas, il s'est mis derrière Alex Marquez, dans sa roue, comme ça, la pression augmente. Et puis, dès que c'était bon, qu'il avait fait les 60% obligatoires, il est repassé devant Alex. Le team était surpris. Thomas, est-ce que le team a accès à l'info ou pas, comme Marc? Non, non, pas du tout. Écoute, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la télémétrie est interdite en MotoGP. C'est pour ça que par abus de langage, on dit télémétrie, mais en fait, ça n'existe pas. Récupérer des informations en temps réel, enfin des données en temps réel de la moto, ça, compte- par rapport à la F1, en comparaison à la F1, où là c'est autorisé, là c'est interdit. Et évidemment, les teams ne sont pas au courant de ce qui se passe sur la moto et ils n'ont aucune information qui est transmise de la moto au box. Voilà. Après, là, j'ai interrogé Christophe Bourguignon, le directeur technique du team LCR, qui travaille notamment donc, avec Johan Zarco, qui m'expliquait que justement, en fait, après, il y a la possibilité après de reprogrammer le dashboard de la moto pour, je sais pas, soit indiquer de façon numérique là où le pilote en est. Ça peut être juste une alarme de couleur, ça peut être aussi des barres de position. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses selon le choix du pilote, mais voilà, aucune communication en temps réel. Donc évidemment, le team Ducati, on peut imaginer leur surprise par rapport à ce qui s'est passé en course. Voilà, mais non, pas de communication. Donc, et heureusement d'ailleurs, on va dire, pour la beauté du sport. Ben justement, dans son message, Jean nous disait aussi que s'il y avait la communication radio, les décisions auraient été dictées par le team et que ça, il disait ça un petit peu en le regrettant, voilà, en espérant que ça ne se produise pas. Et effectivement, donc la radio a été testée depuis d'ailleurs plusieurs années, elle est testée régulièrement par des pilotes, mais le système n'est pas encore au point. Certains le trouvent inconfortable, d'autres disent que le son ça va pas. On demande aussi s'il y a une chute, qu'est-ce qui va se passer au niveau des éléments. Il y en a certains qui sont contre aussi pour des raisons, comme tu dis, d'instantanéité du sport, notamment Joan Zarco, qui aimerait pas avoir ce système de radio, nous disait l'année dernière. Est-ce que Oui, tu sais si ce sera introduit d'ici en 2027? fait, on sait que de toute façon, c'est en tout cas, s'il y a beaucoup de tests qui sont faits, c'est que c'est une volonté. Alors, je sais pas si on peut dire une volonté de la Dorna, mais en tout cas, c'est une volonté, en tout cas, d'évaluer, d'explorer cette piste-là. Donc, la première, il y a eu des tests qui ont été faits. Je crois que c'était à l'époque du Covid, je crois d'ailleurs, déjà pour la première fois où ça avait été testé, je crois que c'est Stéphane Bradl qui avait testé ça à Misano. Dans l'idée, c'est déjà juste, en plus en plus des informations que les pilotes peuvent avoir sur le dashboard, notamment les drapeaux rouges, drapeaux jaunes ou autres, d'avoir aussi doublé avec ça, enfin doublé en fait après avec des signaux audio pardon, qui viennent de la direction de course par exemple, mais aussi voilà, informer d'une chute, informer d'un problème devant soi, enfin bref. Donc voilà, c'est ça la volonté. C'est vraiment juste pour des questions de sécurité. Donc c'est en test depuis des années. La dernière fois que je l'ai vu en action, c'était avec Fabio l'année dernière au test à Barcelone, en fin de l'année dernière. Donc voilà, il y a plein de tests qui sont faits. Pour l'instant, la communication devrait concerner, enfin si jamais ça se met en place, ce serait que direction de course vers pilote. Pas de communication full duplex entre, enfin je veux dire, voilà, dans les deux sens. Voilà. Plein de pistes qui sont explorées. Est-ce que c'est des écouteurs? Est-ce que c'est de la conduction osseuse? Vous savez, les derniers écouteurs un peu à la mode qui permettent de libérer quand même le conduit auditif, mais d'avoir quand même le son qui intervient. Enfin bref,
Plein de choses qui sont testées. Par des vibrations, c'est ça? Pardon? Par des vibrations, non? C'est Ouais, ça, par les vibrations osseuses, c'est ça, conduction osseuse, en fait, c'est juste les vibrations, voilà, l'écouteur vibre et du coup, ça se retransmet après dans le tympan. Mais voilà, pas mal de choses qui sont explorées, mais pour l'instant, c'est juste en test. Voilà. Okay. Et le but du jeu, d'abord, c'est de pouvoir, c'est pour des raisons de sécurité. Pas question pour le moment que le team puisse communiquer avec le pilote et surtout, inversement, que le pilote puisse communiquer avec le team, quoi. Deuxième question qui nous a été posée par Lisa. Alors, en gros, elle nous parlait de ce qui se passe entre Pedro Acosta et Marc Marquez, notamment sur les réseaux sociaux. Elle a vu pas mal de commentaires sur les posts de Pedro Acosta. Donc, je vais l'expliquer parce que voilà, ça concerne une émission espagnole qui s'appelle La Revuelta. Qu'est-ce qui s'est passé? Pedro Acosta, avant la saison, interview La Revuelta, qui est un talk show. Voilà, ils invitent des célébrités un petit peu, ils leur font parler pendant quelques dizaines de minutes. Marc Marquez y est déjà allé, Martin y est déjà allé. Je m'excuse, je tousse un petit peu. Tosha Charena, là, récemment aussi, hein, c'est ça? Tosha Charena, exactement, le deuxième but Dakar 2025. Et donc, Pedro Acosta, il y va, je crois que c'était entre les tests de Buriram et le premier Grand Prix. Et bon, les questions défilent. Il y en a une qui est sur Jorge Martin. Quelles sont vos relations avec Jorge Martin? Et il dit, on s'entend bien, mais sans sentiment. Et là, on sent un petit peu que voilà, il y a quelque chose qui a été perçu un petit peu comme de l'arrogance, parce que derrière, on lui dit, donc le commentateur lui dit, et qui va être là cette année en espagnol? Est-ce qu'il va y avoir Marc Marquez, on suppose? Et là, Pedro Acosta regarde et dit, qui? Il y a un blanc sur le plateau, en fait. Et il y a eu voilà, cette espèce de petit jeu qui est Marc Marquez. Après, lui dit, mais du coup, tes rivaux, tu veux rien savoir. Non, non, moi, je ne pense qu'à moi, je pense qu'à mes problèmes et les autres, je veux rien savoir. Voilà, il y a eu cette espèce de posture un petit peu qui a été prise pour de l'arrogance, notamment en Espagne. Et qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Donc, Marc Marquez a gagné, Pedro Acosta a chuté. Et donc, les posts réseaux sociaux de Pedro Acosta, vous avez un défilé de commentaires. C'est normal que tu ne saches pas qui est Marc Marquez puisqu'il est loin devant toi. Marc Marquez t'a rappelé qui il était. Voilà, etc., etc. Il y a une polémique un petit peu autour de ça en Espagne. Alors, il y a plusieurs camps. Il y a ceux qui pensent que c'était une blague de la part de Pedro. Il y a ceux qui pensent qu'il a bien cherché. On trouve aussi ça voilà, j'ai un petit peu consulté mes confrères et amis espagnols. Il y a ceux qui pensent que, bon, c'était pas très intelligent de dire ça, mais il ne mérite pas tout le déferlement qui arrive sur lui. Donc voilà, c'est aussi pour ça que vous regardez aujourd'hui encore, MotoGP a fait une publication avec le dépassement de Pedro Acosta sur Brad Binder, donc rien à voir avec Marquez. Vous avez un tas de messages, mais qui est cet homme? Enfin voilà, ça continue quoi. Il y a vraiment tous ces commentaires. Thomas, peut-être qu'on peut parler aussi de la posture qu'essaie d'adopter Pedro Acosta depuis l'an dernier, parce que c'est un rôle qu'il essaie de donner. Je ne sais pas si tu te souviens de ce qu'il nous disait l'année dernière. Bien sûr. Bien sûr. Bah, écoute, oui, l'année dernière, il est arrivé en MotoGP, il a débarqué en MotoGP en disant, en tout cas, en faisant comprendre qu'il n'avait pas d'amis et qu'il était là, pas pour se faire des amis, mais voilà, pour essayer d'être le meilleur et puis après, potentiellement, de créer des rivalités comme, alors je ne sais pas s'il le dit clairement, mais en tout cas, par rapport, comme celle qu'il y avait dans le passé, entre Marquez Rossi et Marquez Lorenzo. Marquez Pedrosa, Lorenzo Pedrosa, Rossi Giberno, Rossi Biaggi, tout ça. Et lui, il aimerait bien en faire partie, on peut imaginer. Donc, forcément, pour que ça arrive, il faut être parmi les premiers. Donc, forcément, on peut imaginer que c'est clairement ça que les commentaires pointent. C'est que, voilà, tu peux pas commencer à dire que qui est Marc Marquez alors que pour l'instant, tu n'as pas encore débloquer ton compteur de la victoire, par exemple, tu vois, alors que Marquez, il en est à 63. Donc, voilà, après, ça fait partie aussi du tempérament on va dire des champions aussi, tu vois, chacun a sa personnalité. Lui, il a cette personnalité-là, il est aussi un peu, on pourrait croire, à travers ses propos quand on fait une interview avec lui ou qu'on fait les débriefs avec lui, qu'il est arrogant aussi dans ses réponses, dans sa façon de parler. Voilà, donc ça peut plaire comme ça peut déplaire. Voilà, ça fait partie d'une de ses personnalités. On a souvent qualifié Pecco Bagnaia de gendre idéal, par exemple. Voilà, c'est aussi sa personnalité qui fait qu'il est comme ça. Voilà, après, il y en a plein. Donc,
Ouais, écoute, c'est Acosta et je pense que c'est une de ses marques de fabrique pardon, voilà. Bon, j'espère que Oui. maintenant qu'il en joue pas trop parce qu'effectivement, ça peut que tourner en sa défaveur maintenant, quoi. Je pense que tu es d'accord avec moi, En Drake. tout cas, en Espagne, c'est pas très bien vécu, ça n'a pas été hyper bien reçu. Voilà ce passage télévisé. Donc voilà ce qui se passe entre Acosta et Marquez. Voilà pourquoi est-ce que vous avez tous ces commentaires qui défilent, notamment en Espagne. On va continuer. Michelin. Une question de Motorix qui nous dit Michelin développe un pneu qui éviterait les problèmes de pression. Peut-il être introduit au cours de la saison 2025? Alors, c'est pas prévu. Non, effectivement, il n'a pas été suffisamment testé. Effectivement, c'est un pneu qui a déjà été testé l'an dernier, qui devait être introduit durant l'année pour 2025 et qui n'a pas été suffisamment testé. Voilà, rien à dire de plus. Pour l'instant, le pneu 2024 fonctionne bien. On voit, alors je m'en souviens plus, tiens, tu vas me confirmer, on a battu le record ou pas ce week-end Non, à Buriram? non, Donc, tu non. vois, mais bon, d'une Presque. façon générale, sur chacun des Oui, circuits, l'année voilà. passée, on les bat quasiment Mais tous. là, on était dans des conditions Oui, bien sûr, extrêmement tout chaudes. à fait, tout à fait. Donc, je crois que Marquez reste à 47 millième du record, il me semble. Ce Sa qui est, pole, ce qui c'est est- 847 et le record, c'était 800. Quelque chose Ce qui est, comme ça. ce qui est rien. Mais bon, voilà, c'est juste que chaque week-end, Michelin, Michelin, alors les pilotes, bien évidemment, c'est pas que les pneus, mais chaque week-end, ça va de plus en plus vite. Donc voilà, pour l'instant, le pneu fonctionne plutôt bien. Euh, Très, très bien, donc même. Oui, très très bien. Et Mais d'ailleurs, après, on voit souvent vas-y. quand les pilotes gagnent, les pneus sont parfaits, extraordinaire travail de Michelin. Par contre, quand ils perdent, c'est un petit peu voilà l'argument souvent qui brandissent, Bah, c'est comme tout, à chaque fois, c'est toujours les consommables qui prennent, hein, qui trinquent. bien sûr. Forcément, ils se remettent, enfin, il y en a qui se remettent en question, bien évidemment, mais effectivement, ça peut être, c'est souvent ça qui est pointé. Mais bon, voilà, ce sont les pilotes. Allez, on continue. Question de Pascal. Donc, Pascal, il y a eu plusieurs questions. On prend d'abord la première, qui est pouvez-vous donner l'affluence réelle et non pas cumulée des Grands Prix? Donc là, en fait, il expliquait qu'il fallait faire la distinction entre les deux. Et effectivement, qu'est-ce qui se passe? Nous, bon, on va être très transparent. Hop, je reprends le groupe. Donc, on a un groupe média sur lequel on reçoit tous les dimanches de Grand Prix, genre 5 minutes avant, 10 minutes avant, l'affluence du week-end. Donc là, je l'ai sous les yeux. Vous voyez, on a le message. Dear all, please find below. Et on nous donne voilà, pré-week-end, samedi, dimanche et le total. Et donc en fait, le total, eux, ils additionnent vendredi, samedi, dimanche et ils font un chiffre total. Mais effectivement, comme le dit Pascal, ce n'est pas le chiffre de spectateurs unique. Par exemple, si vous avez un billet week-end et que vous venez vendredi, samedi, dimanche, vous êtes une seule personne, mais on vous compte 3 fois. Donc, c'est vrai que quand on donne l'affluence, savoir combien de personnes sont au Grand Prix. Par exemple, pour la Thaïlande, là, sous les yeux, là, c'était 224 634 sur l'ensemble de l'événement. Mais le dimanche, il y avait 99 778 personnes. Et en fait, ce chiffre est plus proche de la réalité, Thomas. Oui, bien sûr. Bah, de toute façon, après, faut se rendre aussi à l'évidence. Après, l'infrastructure de la grande majorité des circuits, alors je ne parle pas de la F1, bien évidemment, genre Spa qui fait 7 km de long, mais tu peux pas accueillir beaucoup plus que ça. C'est rare. Rares sont les circuits qui peuvent accueillir plus. Austin, j'ai un doute maintenant, mais à Austin, ils en mettent partout des spectateurs sur les collines, partout, et ça monte à 300 ou 400 000 spectateurs, je crois. Ce qui est énorme. Mais par exemple, on prend le Grand Prix de France, qui est la meilleure affluence du calendrier. Euh, Plus ça va, plus Claude Michy, PHA, l'organisateur, le promoteur du Grand Prix de France, poussent les murs. Ils mettent des tribunes un peu partout, ils essaient d'en mettre un peu de plus en plus, mais à un moment donné, on va atteindre une capacité qui va atteindre sa limite, bien évidemment. Alors, que ce soit sur le plan structurel, on ne pourra pas faire plus, mais aussi sur le plan de la sécurité. Bien évidemment, on ne peut pas non plus offrir une expérience aux spectateurs qui soit dangereuse, bien évidemment. Donc voilà, ce week-end, clairement, on a vu qu'il y avait du monde, probablement poussé et suscité par un Somkatch Chantra, premier pilote Par la thaïlandais. présence de Thomas Morcellino au circuit. Non, mais c'est pas par Somkatch Chantra, premier pilote thaïlandais en catégorie reine. Enfin, voilà, donc il y a eu toute cette émulation autour de ça, et même lui, il l'a dit, hein, il le ressentait quand il roulait en disant, dès que je roulais tranquille, puis quand je suis arrivé sur la grille,
et j'ai vu tout le monde, j'ai fait waouh. Ouais, Donc même nous, voilà, il a vraiment. en salle de presse, parce qu'il y avait un décalage entre ce qui se passait en piste et les écrans de la salle de presse. Et en fait, on a su que Marquez était passé devant son frère Alex Marquez parce qu'on a entendu le public hurler. Et 5 secondes après, on a vu l'image, effectivement. Ouais. Ouais, il y avait une belle ambiance. On en parlera en fin de vidéo, mais super public, le public thaïlandais. Et donc oui, les chiffres d'affluence. Alors évidemment, parfois, il y en a qui ont des billets que pour le vendredi ou que pour le samedi. Donc c'est compliqué mais la majorité des personnes, ils ont le billet pour le dimanche. Et le chiffre du dimanche est celui du nombre de spectateurs présents. Oui, ce que c'est marrant de souligner, je crois que c'est Claude Michy qui disait ça l'année dernière, justement, c'est que je crois que le Grand Prix de France, c'est le plus gros événement sur une même journée qui rassemble le plus de spectateurs. Bah oui, en tout cas, parce qu'il n'y a pas d'autres. Il y a pas d'autres. Il y a le Tour de France. Alors, il y en a qui disent le Tour de France, mais est-ce que ça rassemble sur une étape 100 000 spectateurs? Ah Plus de oui. 100 000 spectateurs. Je ne sais Oui, pas, c'est pour ça que moi, nous, on rassemble... avait. Moi, justement, quand il a dit ça, j'étais surpris. Bon, le Tour de France sur une étape, forcément, ça rassemble peut-être un peu plus. Mais en tout cas, dans une enceinte, ça reste la plus grosse affluence, hein, même les stades. On peut dire un événement payant, parce que le Tour de France est un événement gratuit. Oui, effectivement. Donc je crois que les chiffres, c'est 14 millions de personnes au bord des routes sur l'ensemble du Tour de France. Mais oui, un événement payant. De toute façon, on regarde les matchs de rugby, les matchs de foot, c'est dans des stades qui peuvent accueillir jusqu'à 60, 70 000 personnes. Les cours de tennis, il n'y a pas la place. Enfin voilà, c'est vrai que 100 000 personnes sur un événement, les 24 heures du Mans auto. Ouais. Ouais. Après, les 24 heures du Mans auto, je crois que c'est. Je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est plus. Je crois que ça doit être plus de 200 000, 300 000 spectateurs sur l'ensemble de la course, quoi. Mais encore une fois, le circuit des 24 heures est un peu différent. Donc, même s'il n'y a pas des tribunes partout, le circuit est un petit peu plus grand. Donc, on peut imaginer qu'il y a un peu plus de place pour accueillir les spectateurs aussi, tu vois. Donc, c'est un peu, c'est un peu différent là. C'est pas comparable sur une enceinte. On va dire, régulière. On s'excuse auprès des spécialistes de sport auto, on ne l'est pas. Donc, si vous avez l'information, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. C'est avec plaisir qu'on prend et qu'on apprend de vous. Oui. Alors, on continue avec cette question de Pascal. Rappelez en quoi consistent les concessions en 2025. Alors, donc le système des concessions qui a été introduit. Donc là, on vous a mis le tableau qui a été fourni par la DANA, qui est super pour tout comprendre. Donc, ça concerne le pourcentage de points de chaque constructeur par rapport aux points disponibles. Par exemple, vous avez 100 points disponibles. Si jamais vous en avez marqué 90, vous avez marqué 90% des points disponibles. Donc là, vous êtes au rang A. Vous voyez, Ducati, rang A, parce que c'est à partir de 85% et plus. Le rang B, c'est entre 60 et 85% des points disponibles. Le rang C, 35 à 60%. Et le rang D, 35%. Ça, c'est calculé sur la longueur d'une saison. Et il y a une mise à jour. L'année dernière, c'était à Misano. Donc, c'est sur la longueur en fait, en début de saison, c'est sur la longueur de la saison précédente. Et ensuite, à la mi-saison, il y a une deuxième mise à jour, on va dire, qui est faite par rapport à la demi-saison qui vient de s'écouler et la demi-saison de la saison précédente. Voilà. C'est une fenêtre glissante d'une demi-saison, on va dire. Ça permet d'être plus réactif. Alors, je ne sais pas si je te coupe la parole, hein, désolé Dari, mais je pense que ça permet d'être plus réactif par rapport au système de concession précédent. Alors déjà, qui ne se basait pas sur le nombre de points, mais plus sur les performances du meilleur pilote. C'est-à-dire le nombre de podiums de victoire et le nombre de podiums, donc le nombre de première place, de deuxième place et de troisième place, ont cumulé des points et à partir de là, on changeait de concession. Là, et c'était sur une fenêtre glissante de 2 ans. Je crois que c'était ça. Hein. Tu confirmes ou pas? Il y a un doute d'un coup. 2 ans, oui, il me semble que c'était ça aussi, oui. Bref, toujours est-il que c'était ça. La raison de ce nouveau système, c'était d'être plus réactif, de ne pas se retrouver avec une inertie de plusieurs années pour changer de concession. Bien sûr. Et aussi, alors c'est difficile, c'est pas méchant à dire, mais c'est aussi de pénaliser ou en tout cas de ralentir, pas pénaliser, mais en tout cas de ralentir les constructeurs qui dominent très largement. Voilà. Après ça existe dans. Tu vois, en rallye raid, il y a ce qu'ils appellent, c'est l'équilibre des performances en français, ou pareil, selon si une voiture est beaucoup plus puissante qu'une autre, on lui met du poids en plus, on réduit ceci ou cela. En Superbike aussi, ils limitent les régimes. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont faites pour essayer d'équilibrer la compétition. Aujourd'hui, c'est pleinement au cœur des sports mécaniques.
Bien sûr. Et assumer surtout. C'est pas vraiment contraindre le développement de chacun. C'est vraiment essayer d'avoir sportivement le championnat le plus beau. Voilà. Après, voilà, ça n'empêche pas que le week-end dernier, on s'est retrouvé avec des Ducati devant, mais ça permet en tout cas de ralentir un petit peu plus. Voilà, moins de tests, pas de wildcard l'année dernière, ou sur les dernières saisons, en tout cas, pas l'année dernière, mais sur les dernières saisons avant 2024. On le voit là. Tu vois, oui, voilà, tu as 0 wildcard. Ouais. Justement, du coup, tu avais Michele Giro qui était là très régulièrement. Là, c'est plus le cas, par exemple. Tu vois. Voilà. Donc, les concessions, ça consiste en, vous voyez, les différentes colonnes. Donc, selon le rang auquel vous êtes, vous avez plus ou moins de tests de pneus. Donc, on voit Ducati 170, Yamaha 260. Et il faut savoir que ça va vite en test parce qu'il y a plusieurs pilotes. Hein, voilà, essais privés, Ducati ne peut faire que avec ses pilotes d'essai. D'ailleurs, KTM Aprilia aussi, alors que Yamaha et Honda peuvent utiliser aussi leurs pilotes titulaires, donc Quartararo, Zarco, etc. Le nombre de circuits, ça change. 3 pour le rang A, B, C, et tous les circuits pour le rang D. Les wildcards, comme tu le dis Thomas, vous voyez le nombre qui diffère, nombre de moteurs par saison et développement ou pas du moteur. Donc freeze, ça veut dire gelé en anglais, et free, ça veut dire libre. Oui, c'est ça. Alors là, c'est là la spécificité de la saison 2025-26. Attends, on a la question après. Ok. Mais après, du coup, non, mais après, je voulais souligner, c'est quand on met 7 ou 8 moteurs ou 9 ou 10 moteurs, ça dépend de la longueur de la saison. Si une saison au début de la saison, est prévue pour plus de 20 Grands Prix, c'est 10 moteurs. Et quand c'est 20 moins que 20 Grands Prix, c'est 9 moteurs. En tout cas, pour Yamaha. Et puis pour les autres, c'est 7 ou 8. Donc voilà, ça permet de limiter un petit peu plus. Donc voilà, pour l'instant, ça a l'air de fonctionner puisque Yamaha en profite, Honda en profite également, et surtout Yamaha cette saison. Alors, pas cette saison parce qu'en tout cas, c'est pas prévu, mais en tout cas, ça permet d'avoir plein de spécifications moteurs dans la limite des 10 moteurs, possibles, et surtout de pouvoir continuer à développer, essayer de combler son retard. Sur les 2 prochaines saisons, pardon. Donc là, on y reviendra juste après. Pourquoi les 2 prochaines, mais voilà. C'est dans quelques minutes. Donc la deuxième question de Pascal, c'était rappeler qu'il y a une moto identique aux officiels, une moto de l'année passée chez les équipes satellites. Alors comme j'ai un peu de touche, désolé, je te laisse développer cette réponse-là aussi, si tu le veux bien, évidemment. Hein, si tu ne veux pas. Bah, écoute, après, la volonté de chacun des constructeurs aujourd'hui, c'est d'avoir au moins, d'avoir 4 motos, les 4 mêmes motos. Ce soit pour le développement, on va dire plus simple, de ne pas avoir 15 motos différentes avec des pièces différentes. Donc, du côté de chez Honda, on a 4 RCV similaires. Alors, après, si on rentre dans les détails, c'est compliqué parce que on va voir que les éléments, en tout cas sur le DOS Red Cell de Mir, sont différents de ceux de Zarco. Voilà, il y a quelques subtilités sur les pilotes. Ce qu'il faut savoir, c'est que une homologation d'aéro, c'est propre à un pilote et c'est pas propre à une moto, par exemple. Du côté de chez Yamaha, alors j'ai pas vu de différence significative, mais en tout cas, c'est les 4 mêmes motos. En tout cas, c'est la volonté de Yamaha d'avoir 4 motos d'usine. C'est là justement la grande nouveauté, où à l'époque, quand il y avait Tech 3 qui disposait de Yamaha, il disposait toujours d'une moto un peu, on va dire, de l'année précédente. C'était pas jamais la moto d'usine. On se rappelle que c'était une requête de Johan Zarco. Il voulait avoir la moto, même moto que Grossi à l'époque et Vignales. Exactement. Et quand il y a eu Petronas, on se souvient que que Fabio avait la moto, on va dire similaire aux 2 officiels, mais que Morbidelli à l'époque ne l'avait pas. Mais bon, bref. Là maintenant, chez Yamaha, la volonté c'est d'avoir 4 motos similaires. Chez Aprilia, ça c'est les 4 les 4 RSGP 2025. L'année dernière, il y avait une petite subtilité. Je sais que Raúl Fernandez avait disposé de la GP24 qu'en cours de saison. Mais là, il y a 4 RSGP qui sont les mêmes. Silverstone, je crois. Ouais, c'est ça, après la mi-saison, en fait, tout simplement. Et du côté de chez Ducati, alors c'est là où c'est un peu compliqué, parce qu'effectivement, on va avoir des GP24 points quelque chose sur le team officiel et du côté de Fabio Di Giannantonio. Et ensuite, le reste, ce sont des GP24. Voilà, ce sont les motos de l'année passée. Donc, c'est des GP24.0. Donc, en théorie, en toute logique, elles sont différentes. Et donc, la GP24 dont disposent les autres pilotes que Di Giannantonio et les 2 pilotes officiels ne devraient pas disposer d'évolutions durant la saison. Par contre, les pilotes officiels et Di Giannantonio devraient disposer des évolutions au fur et à mesure de la saison. Donc, peut-être de l'aéro, peut-être de l'électronique, peut-être d'autres choses. Mais en tout cas,
voilà, c'est un petit peu subtil du côté de chez Ducati. Mais en tout cas, tout le monde est sur la base de la GP24. Après, il y a des subtilités entre les officiels et DJ Antonelli. D'ailleurs, c'est pour ça que tu dis GP24 point quelque chose. Parce que Pecco a dit GP24.9. Parce que rappelez-vous, on avait fait une vidéo il y a quelques jours pour expliquer qu'ils sont partis. Donc la GP25 est partie avec la base moteur GP24 et des éléments un petit peu rajoutés qui ont été développés. Donc ils n'appellent pas ça la GP25. C'est pas non plus GP24.0, mais c'est entre les deux. C'est ça, donc c'est pour ça que eux, alors en toute logique, ils devraient disposer des dernières Evo. Mais puisque c'est la GP24, la base d'une GP24, est-ce que si par exemple un Alex Marquez fait podium tous les week-ends, il ne pourrait pas disposer aussi, lui aussi, d'éléments durant la saison sur une GP24 XX quoi. Bon, voilà. Ça, c'est affaire à suivre durant la saison. Mais... Affaire à suivre. Alors, celle-ci, donc Jamel qui nous disait, il demandait pourquoi est-ce que Quartararo galère, entre guillemets, avec ses pneus par rapport au premier qui était Marquez. Je crois que la question exacte, c'était qui se promenait jusqu'au podium. Et aussi, pourquoi est-ce qu'on impose un fabricant exclusif de pneumatiques en MotoGP? Donc, concernant Quartararo, préciser que ce week-end était particulier, parce qu'à Buriram, il a eu un feeling assez étrange, pas bon avec l'avant, et ça lui arrive rarement. Et l'avant, c'est son point fort, vraiment, Lucien. Il arrive, il prend les freins, il jette la moto. C'est quelqu'un qui freine très fort, très, très tard. C'est aussi un des points forts de la Yamaha. Et donc ça, il n'a pas pu l'exploiter sur ce circuit de Buriram. Mais il espère que c'était que provisoire et que les autres circuits, ça va être réglé. Parce que comme ça n'était jamais arrivé, il n'a pas non plus trop voulu toucher les réglages de sa moto par peur de tout déséquilibrer pour les prochaines échéances. Et bon, l'arrière, il y a eu un souci pendant la course. Mais c'est vrai que Thomas, que le grip arrière de manière générale, donc là c'était particulier, il a dit j'ai vu dès que je suis sorti du box qu'il y a un truc qui n'allait pas, mais de manière générale le grip à l'arrière, et ça remonte à plusieurs années, rappelle-toi, Rossi nous en parlait déjà, c'est le gros souci de la M1. Voilà, bah, tu as tout résumé, hein. C'est le problème de grip de la M1, ça a été voilà, comme tu dis, Rossi en parlait déjà même avant de partir. Vignales également. Tu as vu quelque chose au test de Sepang, je crois. Tu as vu. Non, c'était à Sepang que tu étais. Hein. J'étais pas au test du tout. Non, non mais tu l'as vu. Alors, tu l'as vu ce week-end. Tu as vu un capteur, non? Où ça? Au niveau de l'arrière. Non, c'est pas. Tu penses que je parlais. Tu penses qu'il y a un mass dumper sur la. Non, mais tu m'as dit, regarde, ils ont mis un élément pour commencer à travailler sur l'arrière, à comparer, à récupérer des données. Je sais pas si tu te souviens. Ah non, alors ça c'était au test. Effectivement, ça c'était au test en Malaisie. Alors Ducati a été souvent aperçu, en tout cas Michele Pirro, pilote d'essai pour Ducati, avec ce qu'on appelle un Kistler, un capteur qui projette de la lumière, on va dire laser, ou c'est de la lumière sur le sol, posée sur le bras oscillant, pour calculer un peu les mouvements du bras oscillant, que ce soit latéral ou longitudinal, ou je ne sais pas comment on peut dire, mais en tout cas les mouvements du bras oscillant. Et j'avais jamais vu ça sur les autres constructeurs, n'importe lesquels, hein, pas que Yamaha. Mais là, Yamaha, donc c'est Dovizioso qui roulait. C'est ça, c'est Dovizioso qui roulait avec ça. Et donc il y a vraiment un travail. En fait, on voit déjà la patte de Max Bartolini, ancien protégé de Gigi Dall'Igna, qui commence lui aussi à apporter un peu ce qu'il sait. Hein, ça met son savoir-faire du côté de chez Yamaha. Et donc, clairement, on peut dire que ce genre d'utilisation de capteurs, enfin, ce genre de capteur, et forcément, ça vient de lui, clairement. Et on voit que Yamaha travaille sur tous les aspects, pas que sur le moteur, parce qu'on sait qu'un V4 est en préparation, mais aussi sur la partie cycle, parce que c'est pas parce qu'on aura un V4 que la moto va mieux fonctionner. Hein. On voit aujourd'hui avec la Honda, par exemple. Et concernant donc la question de Jamel, aussi pourquoi est-ce que les premiers... en fait, Ducati, de manière générale, arrive à parfaitement exploiter ce pneu arrière Michelin, et c'est aussi l'un de ses gros avantages par rapport aux autres. Et pourquoi imposer un fabricant exclusif? En fait, aujourd'hui, la quasi-totalité des catégories, la Formule 1, Superbike, Moto 2, Moto 3, ont des fabricants, comment on appelle ça, manufacturiers uniques de pneumatiques, pour des raisons d'équité sportive. Je crois, Thomas, que c'est en endurance que ce n'est pas le cas. On a d'ailleurs vu que Bridgestone... Oui, après, voilà, tu te retrouves après avec
avec des choses un peu particulières. Tu vois, par exemple, en endurance, c'est un bon exemple. Si tu n'as pas de bridge pour rouler à Suzuka, c'est compliqué d'aller chercher la victoire. Effectivement. Voilà, si tu arrives avec des Dunlop ou des Pirelli, c'est plus compliqué. Voilà, donc forcément, ça crée une différence entre les équipes, entre les équipages, du coup, en endurance. Mais oui, comme tu dis, c'est pour des raisons d'équité. C'est pour éviter de se retrouver aussi avec des situations comme je viens de citer pour l'endurance. On se souvient c'est en quelle année, en 2008 ou 2007, où tu avais Michelin, Michelin Bridgestone avec Ducati, Stoner Stoner, et Rossi chez Yam. ouais. Voilà, ça avait fait des histoires à l'époque. Donc voilà, un manufacturier unique aujourd'hui, ça permet de ne pas pointer le doigt sur ah non, j'ai pas les bons pneus, je veux passer chez Bridge. Non, j'ai pas les bons pneus, faut que je passe chez Michelin. Voilà, ça enlève quelque chose qui n'a pas forcément d'importance sur le côté. J'entends par là sur le côté sportif, dans le sens où Bien sûr. voilà, ça permet justement d'être sur un même pied d'égalité, façon de parler. Tu vois. Bien sûr. Question de Cédric, justement, on reste sur les pneus. Alors, beaucoup de questions sur les pneus après ce Grand Prix, notamment en raison de ce qui s'est arrivé à Marc Marquez. Amélioration des pneus 2025 par rapport à 2024. On vous a mis Maverick Viñales. On l'a pas trop vu ce week-end, donc c'est l'occasion de voir ses nouvelles couleurs. D'ailleurs, juste pour la petite anecdote, sur donc la bulle, en tout cas la tête de fourche de la KTM RC16 là, de Viñales par rapport aux deux officiels, donc Acosta et Binder, donc c'est aussi le cas pour Bastianini, en fait, a été changée. En fait, elle est un petit peu plus profilée, parce qu'en fait, le problème qu'avaient les pilotes officiels, aujourd'hui, c'est quand ils sont penchés, ils ne voient pas très bien la piste. Donc en fait, chez Tech 3, ils ont creusé un petit peu la tête de fourche. Ils ont fait une bulle un peu plus profonde pour qu'ils puissent voir. Et c'est pour ça qu'en fait, si on regarde bien, les taureaux Red Bull ne sont pas situés pareil que sur les deux officiels parce que en fait, il n'y avait pas la place. Donc en fait, ils ont changé. Ça a été validé par Red Bull, bien évidemment. Et en théorie, cette distinction des deux bulles là, des deux têtes de fourche, devrait disparaître prochainement parce que apparemment les deux pilotes officiels ont adopté ce nouveau profil pour les prochaines courses. Mais voilà, je faisais une petite parenthèse. Une parenthèse qui nous a appris beaucoup de choses. Alors, amélioration pneu 25 par rapport à 24. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais comme le nouveau pneu avant n'a pas été introduit, ce sont globalement les mêmes pneumatiques que la saison passée. Donc ce pneu dont on parlait tout à l'heure dans une question, c'est Motorix qui nous posait la question. Et le règlement a-t-il été modifié cette année? Eh ben, la grande nouveauté de ce règlement, c'est le gel du développement. C'est le point le plus important en 2025. C'est-à-dire que les motos qui ont été homologuées pour le Grand Prix de Thaïlande, pour les constructeurs qui ne sont pas du rang D, donc Honda, Yamaha, les autres, cette moto-là, on n'y touche plus au niveau du moteur jusqu'à fin 2026. Thomas, est-ce que tu peux rappeler pourquoi? Mais donc voilà, la fameuse question sur 25-26 dont on parlait tout à l'heure. Pourquoi est-ce que pour Ducati notamment, ce moteur qui a été homologué pour cette saison 2025, on n'y touchera plus jusqu'à fin 2026? Eux, en fait, alors ça a été gelé parce qu'il y a un nouveau règlement en 2027. C'est pour éviter aux constructeurs, on va dire les moins puissants financièrement, d'avoir deux motos à développer de front. Une 850 pour 2027 et garder la 1000 jusqu'à 2026, fin 2026. Donc, je me souviens avoir interviewé à l'époque, quand il était encore chez Aprilia, Romano Albesiano, qui me disait justement que forcément, le groupe Piaggio n'a pas forcément la même puissance financière que Honda, par exemple. Donc, c'est difficile de maintenir une 1000 et de développer une 850 pour 2027. Donc, c'est ce qui a été décidé, c'est que le moteur, les moteurs sont gelés au début de cette saison. Donc, ça a été très compliqué, en tout cas notamment pour les constructeurs qui ne sont pas de rang D. C'est crucial d'avoir fait de faire le bon choix, de ne pas partir dans des directions qu'on ne maîtrise pas, parce que si tu te trompes, tu te tapes un moteur pour les 2 prochaines saisons. Donc, voilà, je me souviens qu'à l'époque de Iannone chez Suzuki, ils avaient fait un mauvais choix de moteur et sur une saison, ça a été problématique pour eux. Ouais. Là, faut pas se tromper. Donc, c'est pour ça qu'ils ont plutôt joué la carte de la prudence et donc sont partis avec le moteur 2024, dont ils sont sûrs qu'il fonctionne, puisqu'ils ont gagné 19 courses sur 20 l'an dernier.
Alors, c'est pas la GP24 que la GP24, bien évidemment, mais c'est un moteur qui fonctionne bien en tout cas. Et voilà. Donc, ça n'empêche pas Honda et Yamaha de continuer à développer Voilà. dans la Donc, ligne. eux pourront continuer à travailler sur les moteurs. Et éventuellement, il faut voir si KTM ou Aprilia recule d'un rang aussi pendant la saison. Ils pourraient aussi, supposément, reprendre le développement de leur moteur. Exactement. Donc voilà. Donc voilà, c'est ça la grosse nouveauté. Après, on peut faire une petite parenthèse Moto 2, Moto 3. Moto 2, Moto 3, la grosse nouveauté, c'est le changement de règlement, le changement de format du week-end. Avant, c'était FP1, 2, 3 pour Q1, Q2, pour sélectionner les Q1, Q2. Là, maintenant, c'est que le jeu le vendredi que tout ça est décidé. Bien sûr. Allez, on avance. Une question de Pascal sur Marc Marquez. Donc, Marc Marquez a Monster Energy sur sa moto, mais il y avait une canette Estrella Galicia au podium du sprint. A-t-il imposé son sponsor auprès du team ou est-ce uniquement un sponsor personnel? Donc, effectivement, Marc Marquez avait une canette Estrella Galicia à l'arrivée du sprint. Estrella Galicia est devenu, il y a quelques jours, le sponsor officiel de l'équipe Ducati en MotoGP. À la manière aussi c'est déjà le cas pour Monster Energy, mais on voit que Marc Marquez a, lui, sur son casque, c'est pour ça que j'ai mis cette photo, Estrella Galicia et Pecco Bagnaia à Monster Energy. Donc, il y a aussi une question de sponsor personnel dans cette histoire. Oui, effectivement, c'est Marc Marquez qui a aidé à ramener Estrella Galicia vers l'écurie Ducati. Estrella qui est son sponsor historique à Marc Marquez. Je crois aussi qu'ils soutiennent son frère, Alex. Donc, voilà pourquoi est-ce qu'il avait cette canette Estrella Galicia après le sprint et pourquoi Pecco avait Monster Energy. Parce qu'ils sont sponsorisés personnellement par l'un et par l'autre. Marquez n'est pas un pilote Monster Energy en tant qu'individuel, mais en tant qu'équipe, l'équipe Ducati est sponsorisée par les deux. Voilà, c'est ça, c'était la question, la problématique de l'intersaison, de savoir qu'allait faire Marquez en étant sponsorisé Red Bull jusqu'à l'an passé, comment va se passer une cohabitation Red Bull Monster, est-ce que ça peut arriver? Voilà, bon, il y a tout ça, tous les problèmes de sponsoring. Donc là, on a vu que Marquez a mis de côté Red Bull. Est-ce qu'il est toujours sous contrat ou est-ce qu'il a mis il a mis potentiellement son contrat de côté entre guillemets sur les prochaines saisons et puis après reprendra en tant qu'ambassadeur par la suite? Bon, voilà, il y a des choses qui vont se poser comme ça par la suite, mais en tout cas, oui, Estrella, on sait que c'est un sponsor historique des Marquez, pas que, mais des Marquez, et que voilà, que c'est un bon compromis pour Marquez de continuer à être sponsorisé, d'avoir une boisson alors non énergisante cette fois sur le casque et voilà, de gagner de l'argent, de toute façon, c'est comme ça. Et on peut se demander effectivement s'il n'est pas allé chez Monster pour ne pas froisser Red Bull en pensant que plus tard, il redeviendra ambassadeur Red Bull, comme je crois c'est Dovizioso qui avait fait ça, Thomas, non? Oui, je crois, mais dans tous les cas, ouais, je pense que c'est le cas. Ça reste un pilote, enfin, on peut imaginer que ça reste un pilote Red Bull quand il finira sa carrière en moto. Donc, affaire à suivre, en tout cas. Affaire à suivre. Allez, l'avant-dernière question, c'est Micheline qui me disait pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'image des Français et des autres pilotes pendant la course? Il se plaignait un petit peu de ne pas avoir d'inside sur les autres pilotes que ceux de tête. Donc, pour répondre à cette question, en fait, c'est pas du ressort de ce qu'elle disait, on paye un abonnement à Canal, etc. C'est pas du ressort de Canal, c'est du ressort de la Dorna qui donc fait une captation d'images et qui envoie ces images à toutes les télés qui diffusent le MotoGP. Ensuite, il y a évidemment une caméra Canal qui est présente sur place. Et d'ailleurs, on peut voir qu'il y a des images exclues de Canal, des points de vue Canal, des reportages Canal, etc. Ils en font le maximum possible sur Johan, sur Fabio, etc. Mais quand c'est en course, ce sont les images diffusées, proposées par la Dorna. C'est aussi pour ça que, par exemple, que parfois on voit pourquoi est-ce que le test de Sepang n'est pas diffusé sur Canal+, etc. En fait, c'est pas Canal, c'est la Dorna, le promoteur du championnat, qui fait ou pas des images et qui les diffuse ou pas. Et pour le coup, les tests de Sepang ne sont pas filmés en intégralité. Donc non, c'est pas la faute à Canal si on n'a pas des images de Zarco pendant la course de Buriram. C'est la Dorna qui décide de ça. Ouais, c'est totalement ça. La production, en fait, c'est du clé en main, on va dire. La production est faite de telle sorte à ce que tous les broadcasters récupèrent le même flux international qui s'appelle IPF, international, feed international, quoi. International Programme Feed, je crois. Et ensuite, après, chaque broadcaster, selon les moyens, enfin selon le deal qu'ils ont en tant que broadcaster,
bénéficient d'autres caméras. Donc après, ça peut être des caméras qui pointent sur le paddock, ça peut être des caméras ou des cadreurs qui suivent tel ou tel pilote, ça peut être aussi des caméras HF qui suivent les consultants ou les présentateurs sur la pit lane ou sur la grille de départ. Voilà, selon les chaînes de télévision, vous allez voir que le dispositif est complètement différent. On se souvient il y a quelques années de Movistar Plus, disposait d'un studio carrément sur place avec plusieurs consultants. Là, aujourd'hui, il n'y a que la Sky en Italie qui a vraiment un gros dispositif en place. Voilà, donc il y a quelques déclinaisons, on va dire, mais en tout cas, ce qu'on voit, la réalisation qui est faite sur la course, c'est clairement Dorna. Et il y avait une grosse équipe Canal présente en Thaïlande, donc ils ont beaucoup travaillé, ils ont essayé de faire le maximum d'images hors Dorna, évidemment. Donc voilà, tout est résumé. Et je m'excuse, il y avait une petite faute d'orthographe que je n'avais pas vue dans mon dos. Voilà. Et la dernière question nous vient de Xavier Siméon sur le ton de la plaisanterie. Conseillez-vous un voyage en Thaïlande? Écoute, Xavier, alors, on a profité de ta question pour déjà, si tu veux venir faire un road trip en Thaïlande, ce sera avec grand plaisir. J'ai rencontré des gens qui m'ont commencé à me filer des cartes et des trucs et ça a l'air d'être un super pays pour faire des road trips en moto. Mais on profite en fait de la question de Xavier pour parler un petit peu de la Thaïlande. On a mis d'ailleurs Somkat Chantra en photo. Parce que c'est vrai que c'est un Grand Prix particulier. Je crois qu'il y a l'une des plus grosses fan zones de toute la saison autour du paddock. Thomas, qu'est-ce que tu penses de la Thaïlande et de cette ambiance qu'on a vécue ce week-end? Ça reste un Grand Prix très chaleureux. Alors, dans tous les sens du terme, ce qui fait très chaud, mais aussi parce que le public, les gens sur place, que ce soit au niveau du staff, que ce soit les spectateurs, tous les gens sont d'une gentillesse incroyable. Voilà, il n'y a rien à dire. Ils sont passionnés. Là, ils peuvent en plus soutenir un pilote qui jouait en plus l'ouverture de la saison à domicile devant eux. Donc voilà, c'est tout un tas de choses ce week-end qui fait que l'atmosphère était vraiment géniale. Après, voilà, on sait que on a un gros berceau de la moto en Europe, alors surtout en Italie et en Espagne. Mais on sait que la moto aussi vibre énormément du côté de l'Asie. Donc, que ce soit en Indonésie, que ce soit en Malaisie ou en Thaïlande, il y a énormément de spectateurs. Les gens répondent toujours présents. Voilà, très belle. Voilà, c'est un très beau Grand Prix. Ouais, et d'ailleurs, moi, j'étais donc dans le bus de retour de Buriram vers Bangkok. J'étais avec un Français qui montrait des photos, qui me disait regarde, il y avait des concerts sur le paddock. J'ai rencontré plein de gens et c'est ce qui fait des potes thaïlandais. Enfin, c'est vrai que c'est très chaleureux. Et je lui ai raconté une petite anecdote qui s'est passée pendant le test de Buriram et qui en fait illustre bien la gentillesse des Thaïlandais. Donc, le premier soir, je crois, donc, je bosse, salle de presse, et là, je lève la tête, 23h. Je dis merde. Mince, pardon. Je tourne la tête et plus personne autour de moi. Donc j'étais dernier et je vois 4 membres du staff du circuit qui attendaient en fait que je termine pour rentrer chez eux, quoi. Donc là, j'y vais, je m'excuse, je dis voilà, je suis désolé, j'avais pas vu l'heure. Il est 23h, vous avez attendu, c'est pas cool. Voilà, je m'excuse platement. Et en fait, ils auraient très bien pu être en colère, hein, et pas du tout. Ils me disent comment est-ce que tu rentres à Buriramville? Je dis, je vais prendre un taxi. Ah non, mais on va te ramener. Là, je dis, mais non, vous n'allez pas me ramener, vous embêtez pas. Déjà que vous m'avez attendu, c'est bon, je vais rentrer avec un taxi. Et donc, en fait, non, ils ont insisté pour me ramener. Donc là, je leur dis, non, mais ramenez-moi au centre-ville et où vous voulez, et ça ira très, très bien. Non, jusqu'à l'hôtel. Ils m'ont ramené jusqu'à l'hôtel. Et super sympa, souriant. On a parlé de plein de trucs différents, voilà. Et en fait, ça m'était jamais arrivé sur aucun des circuits sur lesquels on est allé jusqu'à présent. Et je trouve que ça illustre, voilà, le sens de l'accueil qu'ils ont. En fait, c'est un Grand Prix où quand tu y vas, tu sens qu'ils ont envie de partager ça avec toi et ils ont envie que le monde vienne sur ce Grand Prix. Voilà, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Oui, écoute, moi j'ai ressenti ça après en Indonésie. Donc toi, tu as eu cette aventure-là, mais moi j'ai été hébergé en Indonésie en Airbnb un peu très local, quoi. Et c'est pareil.
La personne, elle pouvait pas aller au Grand Prix parce qu'elle avait d'autres choses à faire, mais en tout cas, il était passionné. Tous les soirs, il me demandait ce que j'avais fait de la journée. Il était comme un fou quand j'avais réussi à lui récupérer une casquette. Enfin voilà, ils sont passionnés. Il ne pouvait pas venir au Grand Prix, il était déçu, mais il le suivait sur son téléphone partout. Enfin voilà, donc voilà. Et il m'a renvoyé un message là il y a quelques jours pour me dire alors est-ce que tu viens toujours dormir chez moi l'année prochaine, enfin cette année? Je te réserve une chambre. Voilà, donc c'est pour dire. Bah écoute, ça te fait un contact. Et j'espère que cette année, il pourra aller sur le Grand Prix. J'espère aussi. Voilà, on arrive au bout. On a fait pas mal de questions. Merci à toutes et à tous d'ailleurs. Là, je vois, mon enregistrement arrive à 46e minute. Bah, c'est un bon chiffre pour terminer, non? 46. Ouais, bah écoute, c'est ça. C'est très bien. 46. Voilà. 46 ans. C'est vrai? 46 ans depuis en février. C'est quoi? C'est le 16? Ouais, 16. Ouais. C'est 16. Et Marc Marquez, c'est le lendemain. C'est ça, non? C'est ça. Voilà, Thomas, il me reste à te souhaiter une belle soirée et puis merci à tout le monde pour les questions et à très vite. Salut.